Salut, c'est Tom de Tom Ligo Photographie et bienvenue dans un nouvel épisode de Capture-le avec les amis de Tom. Et aujourd'hui, mon ami, c'est Jonathan Critchley. Merci Jonathan d'être avec nous. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Salut Tom. Donc, si tu ne connais pas le travail de Jonathan, ça va être l'occasion d'ouvrir un peu plus tes horizons créatifs. On va rentrer dans son monde. Et puis, si tu connais Jonathan, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont très fans, qui me l'ont dit après dans Facebook, qui sont très fans de Jonathan et qui étaient super contents qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir connaître un peu de secret derrière certaines de ses œuvres. Voilà. Donc, Jonathan, je crois qu'on va commencer par une question très simple. Comment tu te sens? Comment je me sens? Oui. Bon, ben, très très bien. Ici dans le sud de la France, en ce moment, il fait super chaud, donc je viens de sortir de l'eau. Mais là, je suis en forme, j'attends ça avec impatience. Donc, t'es allé faire du surf, là? Non, j'étais juste... j'ai un boîtier étanche pour mon appareil, là, et je sens un petit peu faire les vagues et tout, donc c'est bien. D'accord. Alors, faut aussi mentionner qu'au départ, quand j'avais proposé à Jonathan de faire la discussion enregistrée, j'avais prévu de la faire en anglais, parce que même si on ne le détecte pas son accent, Jonathan, il est anglais au départ, hein, né à Londres, après il a bougé dans le sud de la France, dans le sud de l'Angleterre, il va nous dire tout ça. Mais donc du coup, je me suis dit, on va le faire en anglais, ça va être confortable aussi bien pour lui que pour moi, puisqu'après tout, je fais jamais les choses en français dès le début. Et puis voilà pas que Jonathan me dit, ben non, pourquoi on le ferait pas en français? Ben voilà, donc du coup on le fait en français, donc rien que pour toi, et bien tu vois, t'es chanceux, on le fait en français. Je sais pas s'il y a beaucoup d'interviews de Jonathan en français, enfin, en voilà un en tout cas. Alors, Jonathan, vraie première question, quand est-ce que tu as eu le virus de la photo? Le virus. Écoute, ça m'a attaqué. Ça démarrait, je pense, quand j'étais petit. J'avais un père qui était très dans la photo, pas comme un boulot, c'est pas son travail, mais il aimait bien la photographie. Il avait pas mal de boîtiers partout. Et moi, il m'a filé ces anciens boîtiers. Et moi, je me souviens quand j'étais tout petit, 5, 6, 7 ans, j'ai traîné un petit peu avec un appareil photo, mais sans pellicule, juste voir un petit peu les choses vers par un appareil photo. Et ça me branchait même à cette époque-là. Mais c'était il y a, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais vraiment le virus fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai étudié la photographie. C'était comment on dit cours, un cours, comment tu dis ça en français? Quel mot? De quoi? Un cours, enfin en anglais c'est course. Un cours. Un cours, donc j'ai fait, après c'est un cours de 2 ans, mais j'ai fait le premier an de photographie et c'était un collège d'art en Angleterre. Et c'était à partir de ça, j'étais branché complètement. D'accord. Et donc, du coup, il semblerait alors que ton virus de la photo est arrivé avant le virus de l'eau? L'eau était vraiment, en fait, en même temps. Quand j'étais petit encore, on a passé tous nos vacances à côté de la mer, en France, beaucoup dans le sud. Et c'est vrai que pour moi, la mer était un endroit super naturel pour moi. Je me sens très à l'aise. Et je pense que les deux, un petit peu, ont agrandi au même moment. D'accord. Et donc, au départ, j'ai bien compris, tu vivais à Londres, mais quand tu étais ado, t'as déménagé dans le sud de l'Angleterre, dans une petite ville qui s'appelle Leamington. Oui, tout à fait. Enfin, malheureusement, mon père est mort, est décédé quand j'avais 13 ans. Et ma maman voulait faire quelque chose complètement différent, donc tout à fait, on a déménagé dans le sud, un petit village qui s'appelle Leamington, qui est une ville qui est très connue pour la voile, pour la mer et tout ça. Donc c'est là vraiment que, avec la mer, je me sentais, oui, c'était comme un ami, à partager un petit peu mes craintes et mes secrets. C'était vraiment quelque part à aller pour être seul et pour réfléchir, pour penser. D'accord. Et donc l'eau, tout à l'heure j'ai évoqué la possibilité que peut-être tu étais allé surfer ce matin. Je crois que tu fais de la planche à voile. Est-ce que tu fais aussi du surf? T'as essayé le kitesurf ou
Non, pas le kite. J'ai jamais essayé le kite. J'ai fait un peu de tout. Je suis quelqu'un qui adore la mer. Donc, moi, je suis plus à l'aise juste dans la mer, nager. D'être dans l'eau, c'est quelque chose de très sympa pour moi. Donc, j'ai fait la plongée, j'ai fait la nage, j'ai fait un peu la voile, un peu le surf un petit peu. Donc, j'ai fait un peu de tout. Mais d'être dans l'eau, pour moi, c'est la chose très émotive, très mouvant. Alors, on va le voir à travers une sélection que j'ai faite de tes photos que j'ai trouvées sur le portfolio. D'ailleurs, si vous voulez voir davantage de photos de Jonathan, je vous invite à aller sur le site de Jonathan, qui je vais montrer pendant une seconde. Voilà, il est ici. Voilà son site. Et donc, il y a tout son portfolio avec plein de photos très intéressantes, des styles différents. Et donc, on va essayer de parcourir ça un peu maintenant. Alors, l'eau, très importante. Est-ce qu'il y a un état de l'eau qui t'inspire plus qu'un autre? Non, non, tout. J'aime tout. Quand il y a vagues, quand il n'y a pas de vagues, j'aime les lagons, les lacs. Non, c'est enfin, la mer en premier, mais après, non. Les conditions, non. J'aime tout, vraiment tout. Donc, ça m'inspire. S'il y a des vagues, je peux faire les vagues. Si c'est complètement si la mer est plate, je fais autre chose. Donc, il y a toujours quelque chose pour moi. Mais c'est même sans un appareil photo, pour moi, c'est un endroit d'aller et je me sens à l'aise. D'accord. Alors, je pense qu'il y a deux choses que l'on peut remarquer quand on regarde, ne serait-ce même que la sélection qu'on a à l'écran. Il y a deux choses. La première, c'est le format. C'est un format carré sur toutes ces images-là. Et j'avoue, je ne pense pas avoir trouvé d'autres images qui ne soient pas carrées sur ton portfolio. J'en ai peut-être loupé, mais est-ce que c'est... on va rassurer ceux qui nous regardent, c'est pas une volonté de social media, de Instagram, c'est vraiment plus une vision à toi dès le départ? Non, rien à voir avec ça, non. Je pense que quand j'explique que j'étais à collège et on m'a prêté des appareils photo et il y avait cette bête avec laquelle j'ai tombé amoureux, c'est une Hasselblad. Ça, c'est un 500 cm. Et là, tu vois que c'est un carré, donc le pellicule est carré. Et en plus, c'est un super bruit, ça, non? Ah ouais, non, c'est... Et ça, c'est un vrai appareil photo, là. Et donc, ça démarre, je pense, avec ça. Donc, le carré, c'est quelque chose qui me parlait, j'aimais bien. Et même maintenant, je suis numérique, donc le boîtier a changé. Maintenant, c'est plutôt ça, c'est un Nikon D810 que j'utilise. Cet appareil a la possibilité de changer le format jusqu'à 5:4. Et donc, je travaille comme ça en 5:4 et après, je recadre en carré. Mais j'ai essayé autre format, mais pour moi, c'est toujours le carré. Je reviens à ça tout le temps. C'est où je sens, encore comme la mer, c'est où je sens le plus à l'aise et je laisse comme ça. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, bon, tu shootes avec le 810, mais est-ce que ça t'arrive de shooter en film encore ou pas du tout? Non, non, je garde. Je vais jamais vendre. Peut-être que je vais passer à mon fils, mais je garde. Et mais j'utilise plus. Non, j'ai commencé à faire que le numérique. Je pense qu'il y a 7 ans, 5 ans. Une fois que les appareils numériques ont vraiment rattrapé un petit peu en termes de qualité, j'ai resté comme ça. D'accord, donc ça correspond à peu près au premier plein format numérique, en gros, pratiquement. Oui, voilà, exactement. Je pense que pour moi, c'était les D3X ou D3, c'était en termes de Nikon. C'était à ce moment-là que je me suis dit, voilà, on y arrive. D'accord. Et puisque tu as un Hasselblad, l'idée de passer au moyen format avec un digital back, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête? Oui, j'ai essayé et j'ai loué des appareils numériques, la Hasselblad et c'est quoi l'autre je me suis... Oui, le Q. Oui, je me souviens plus. En tout cas, j'ai essayé certains modèles et c'est vrai que la qualité est nickel, mais c'est plutôt la résistance qui me gênait.
quand je travaille beaucoup, comme on voit avec mes photos, je travaille beaucoup avec la mer, avec la pluie, avec le brouillard, avec toutes ces conditions qui sont pas très sympas pour un boîtier. Et j'avais des gros soucis avec ces boîtiers-là. Donc, avec ça, je n'ai jamais de souci. C'est toujours, ça continue, ça se mue et après, je continue. Avec ça, je suis super content avec la performance et en plus la résistance aux météo, quoi, aux conditions. D'accord. Ça me fait penser à une chose, petite info en passant. On va sûrement me prêter le tout nouveau est-ce que c'est Pentax medium format. Et d'ailleurs, justement, contrairement aux autres appareils medium format, celui-ci ressemble à un DSLR. On ne peut pas retirer l'arrière, donc il est en un seul bloc. Et donc, on connaît très bien la résistance à l'environnement de Pentax, donc ça promet beaucoup. Donc, normalement, je devrais l'avoir en septembre. Ça devrait être intéressant de le mettre sous la pluie en Écosse. Oui, vous en avez là. Oui, non, ça serait bien, ça serait bon. Tu me dis qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je ferai toute une revue. Je pense que ça durerait pendant une semaine et je vais l'amener un peu partout dans le pays. Ça devrait être intéressant. Alors, ça, c'était la première particularité, le format carré. Et puis après, la deuxième, bien qu'il a fallu que je mette une exception, parce qu'il y a toujours une exception à la règle, c'est le monochrome. C'est le monochrome. Et pourquoi? Est-ce que ça vient de quand tu as débuté? Est-ce que tu développais toi-même tes films et du coup, tu t'es tombé amoureux de cette rendition de couleurs ou de tons? Ça vient d'où? C'était toujours ça. Quand j'étais gamin, j'aimerais bien les films en noir et blanc, les anciens films dans les années 40, 50, tout ce qui est Cary Grant et tout ça. J'adorais ces films en noir et blanc. Et ça restait avec moi. J'avais dans ma chambre dans les années 70 à Londres, j'avais juste un tout petit télé carré justement en noir et blanc. Et sur ça, j'ai regardé tout. J'adorais le fait qu'en noir et blanc, ça laisse. J'ai tellement l'habitude d'expliquer tout ça en anglais, donc tu dois m'excuser là. Mais j'aime bien qu'on voit pas tout, que ça laisse un petit peu le reste de l'histoire à penser, à réfléchir. Et c'est ça que j'aime bien pour le noir et blanc. On voit autre chose. Et c'est pour ça que la simplicité, c'est quelque chose que je cherche dans toutes mes photos. Et je trouve qu'avec le noir et blanc, je peux avoir ça plus facilement, que ça réduit l'impact de l'image, ça devient plus la forme qui parle. Et c'est ça que j'aime bien. Et est-ce que c'est aussi parce que c'est une sorte d'intemporabilité? Que tes photos sont intemporelles du coup, et quand on les regarde, elles ont été prises dans les 10 dernières années ou les 20 dernières années, mais elles auraient pu très bien être prises il y a 50 ans ou dans 100 ans maintenant, à condition bien sûr que l'environnement ne se dégrade pas davantage. C'est pas quelque chose qui est dans ma tête, mais maintenant tu le dis, je me suis dit, oui, tu as raison Tom, mais c'est pas quelque chose que je ne fais pas le noir et blanc pour ça, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui va avec, et que oui, pour moi c'est juste comme la mer et comme le carré, c'est le troisième ingrédient pour moi qui est utile, qui me branche. Et d'ailleurs, donc, je faisais référence à l'environnement et tu nous as expliqué à quel point l'eau, la mer, l'océan, c'est quelque chose c'est un élément avec lequel tu fais vraiment corps. Est-ce que je suppose que forcément ça t'amène à être extrêmement sensible à l'évolution de l'environnement dans lequel on évolue, la façon dont on traite l'environnement, la façon dont on le dégrade jour après jour. Je sais que tu connais ou tu es ami avec l'un des fils Cousteau. Donc, à quel point tu es engagé? Est-ce que tu es un photographe engagé, en quelque sorte, par rapport à l'environnement? Est-ce que c'est une cause que tu essaies de mettre en avant par rapport avec ta photo? Je fais ce que je peux. C'est vrai que j'ai la chance de travailler dans des endroits incroyablement avec une beauté extrêmement ravissante. Et c'est vrai que des fois, je vois les horreurs sur les plages et tout ça. Donc c'est quelque chose qui
qui me rend très triste. Et donc, je fais ce que je peux. Mes photos ne sont pas politiques, donc c'est pas quelque chose que je veux montrer qu'il y a tellement de beauté dans ce monde. Et j'espère que c'est dans ce sens que les gens voient ça et que dans la tête, ils se disent, il faut qu'on le garde comme ça. Il faut qu'on respecte les plages, la mer, qu'on ne jette pas tout dans la mer. Parce que ça, c'est une horreur. Et je travaille un petit peu avec les grandes charités liées à la mer, mais discrètement. Je ne dis pas grand-chose, mais je donne mes tirages des fois pour les auctions, pour notre enchère, vous dites? Oui, c'est ça, votre enchère. Mais ça, je veux pas trop parler de ça. C'est juste quelque chose que j'essaie de faire le maximum, mais je peux être distrait. Je suis pas quelqu'un qui est sur un plafond, sur une plateforme avec un grand voix. Je suis plutôt, je fais de rester un peu distrait. Mais j'espère que c'est mes photos qui parlent plus que je peux, moi. Et alors, je venais de penser justement à quelque chose et je viens de le manger. C'était pas par rapport à la politique, c'était non. Ah si, ça y est, ça me revient. La dernière fois que j'ai fait un épisode de cette série, Capture-le avec les amis de Tom, mon ami, c'était Joe Cornish. Et Joe, son approche à la photo, Joe, c'est vraiment d'enregistrer, de capturer ce qu'il voit dans l'état, même de plus en plus être un documentaliste de la Terre. Et de ce fait, en fait, dans son approche du traitement de l'image, il a on va pas parler de la couleur parce qu'il a il a une recherche de la justesse de la couleur, s'assurer que sa photo a le même rendu que ce qu'il a vu lui et non pas une interprétation un peu Walt Disney de ce qu'il aurait aimé que la scène soit. Et du coup, ça amène au niveau développement de la photo à ne pas être trop, ne pas changer les choses, ne pas bouger, ne pas retirer, ne pas photoshopper en quelque sorte beaucoup de choses dans ses œuvres, quasiment rien du tout. Et donc, on va pas parler de la couleur, puisqu'évidemment, on en a déjà parlé, que tu es en monochrome. Mais au niveau de tes images, est-ce que tu utilises Photoshop? Est-ce que tu fais beaucoup de retouches, de retirer des choses? Ou est-ce que tu as tendance à laisser les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas parfaites? Oui, je ne cherche pas que la photo soit parfaite. Non, je change, mais je change pas en Photoshop. Hein. Je suis quelqu'un qui a étudié tout ce qui dans le chambre noire. Donc tout ce qui est possible dans le chambre noire avec une pellicule, je fais à peu près les mêmes choses en Lightroom ou en Photoshop. C'est tout petit, c'est plutôt le contraste. Et donc je fais mon but, c'est quand je suis dans une position, dans un endroit, ce que j'aime bien, c'est de raconter mon histoire. Et je vois les choses dans une certaine façon, et c'est ça que je vais raconter. Et moi, quand je suis dans un endroit, je vois tout dans le noir et blanc, et je vois une partie de quelque chose souvent. Donc, je suis inspiré par une scène magnifique et très large. Mais moi, je trouve une petite partie de ça pour raconter mon histoire. Et je fais le maximum en live, c'est-à-dire en appareil photo. J'espère de faire le maximum là. Si je dois utiliser un filtre ou autre chose, je le ferai. Mais tout ce qui est en production après, c'est très rapide. C'est 5 minutes pour une image pour moi. Si c'est 6 minutes, ça veut dire que j'ai fait une erreur et c'est pas le bon. Donc normalement, c'est rapide comme tout. J'essaie de faire tout au moment que je prends la photo. D'accord. Non, c'est très intéressant et puis on a eu l'occasion d'en discuter avant et c'est vraiment une approche de la photo que je partage énormément avec toi à ce niveau-là. D'ailleurs, petite
petite plaisanterie en passant, j'ai reçu le Mist Set. Donc j'ai reçu les filtres Ah, de brouillard il y a 2 jours, donc j'ai hâte d'aller essayer de faire ça. C'est un petit peu difficile en ce moment parce qu'il fait quand même jour à 3h30 du matin ici. Mais bon, j'ai hâte de le faire. Et donc je montrais cette image des chevaux de Camargue. Et la raison pour laquelle je l'ai montré, c'est justement pour illustrer ce que tu viens de dire au niveau du, de la retouche, ou du moins le manque de retouche forte dans Photoshop en supprimant des choses. Parce que je me dis, enfin très souvent, j'ai les membres de la Tom Migo Photography Academy qui me montrent leurs photos à commenter. Et c'est vrai qu'on hésite toujours à savoir à quel point on va retirer les choses dans la scène, etc. Et cette photo m'a sauté aux yeux parce que c'est des différents styles. Et je fais référence, par exemple, à ce que l'on trouve dans l'eau. Et c'est vrai que mon approche, moi, fait que quand je regarde la photo, la première chose que je me dis, c'est tiens, j'aurais tendance à supprimer tous ces points qui me racontent pas, qui m'aident pas à comprendre l'histoire. Mais c'est intéressant de voir que il n'y a pas une seule façon de lire une photo ou de concevoir une photo, et que l'on peut effectivement laisser les choses qui sont pas les choses qui sont de la vie, qui sont de la scène, mais qui sont pas forcément la perfection dans l'absolu. Dans l'absolu. Voilà. exactement. Tu me fais un petit truc, tu peux changer le fond que c'est blanc et pas gris. Tu Oui. peux faire ça? Ah, attends, oui, attends, je vais faire autrement, comme ça on va quand même te garder. Hop, et puis on va le faire. Ça te va comme ça? Non, mais tu peux pas le faire en blanc et pas en white. Tu peux le faire en white. Tu le vois, il est noir là. Oui, mais je veux que c'est white. Ah, tu veux que ce soit blanc, ok. Voilà. Voilà, super. Je suis plus à l'aise. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé, Tom. J'étais dans les ordres. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas de vrai blanc dans une photo. Et quand on voit l'écran, le fond d'écran en gris, c'est vrai que des fois avec mes photos, tu penses que peut-être la photo est très blanc, mais en fait, comme tu vois maintenant, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, je suis plus à l'aise. Non, non, mais t'as tout à fait raison. Et puis en plus, ça aide à la lecture de la photo. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'en profite pour ceux qui regardent. Quand on va parler de l'impression fine art, je vais parler à un moment donné des pochoirs, des fenêtres pour vos cadres, pour vos photos. Et donc le choix est important pour aider la lecture de la photo, tout comme ici le fond blanc, pour mieux percevoir les différents tons de luminosité. Mais quand je travaille, parce que j'utilise Lightroom un petit peu et Photoshop, c'est pour le contraste et pour les courbes et tout ça. Je travaille toujours avec un fond blanc parce que pour moi, quand je fais un tirage, quand j'imprime, c'est sur un papier qui est blanc. Donc pour moi, c'est pas la peine que c'est en gris ou en noir parce que pour moi, le produit, si on peut utiliser ce mot, et sur un fond blanc. Et donc, pour moi, c'est important que les tons et tout ça, ça change un petit peu. Si on change le fond en gris ou en noir, ça change un petit peu le look de la photo, de l'image. Absolument. D'ailleurs, tu utilises quoi? T'es sur un iMac? T'as quoi comme écran? iMac, oui. iMac. Toi aussi? Oui, le 27 pouces 4K. Pareil. Ouais. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent à chaque fois, ouais, mais l'iMac, c'est un écran brillant, est-ce qu'il faut absolument avoir un écran mat? Eh bien non, comme tu peux t'en rendre compte, on est beaucoup à aimer l'iMac au niveau de l'écran, et on n'est pas obligé d'avoir une fenêtre juste derrière qui nous rapporte du brillant. Voilà. Exactement, et c'est une calibration, si on peut calibrer, c'est pareil. Non, j'aime bien. Je sais qu'il y a qui aiment autre chose, mais je pense que chacun son truc. Hein, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. On reviendra aux chevaux dans un petit moment. Je voulais revenir en arrière parce que donc on a parlé de l'eau. D'ailleurs, tiens, petite question. Ça tombe bien parce que quand j'ai regardé cette image, elle m'a interpellé pour une raison particulière. Non, à la limite 2 raisons. Je trouve ça très intéressant quand on regarde cette image parce que c'est une image qui n'est pas aussi simple à prendre que l'on pourrait croire au départ, parce que toute personne qui a essayé de prendre des photos de la mer ou de l'eau en général, quand il y a le soleil, et prendre la photo dans cette direction-là,
c'est très difficile d'avoir une surface de l'eau qui ne soit pas cramée. Donc déjà, au niveau de la prise, je la trouve intéressante. Et puis, ce qui m'a interpellé le plus, c'est le mouvement dans le ciel qui contraste avec le manque de mouvement dans l'eau. Mm. Est-ce que c'est un composite, Jonathan? Dis-nous la vérité. Non, je fais pas de composite. Je sais même pas comment faire. Non, c'est pas un composite. C'est pour ça que j'ai pris les photos, parce que la ciel, ce jour-là, c'était à Biarritz en fait. C'était complètement par hasard. Je montais en Biarritz, je montais en voiture. Et j'ai vu, à côté de moi, il y avait un soleil très brillant, mais juste comme souvent ici, j'habite à 30 km de Biarritz, il y a une tempête qui est arrivée, on voit arriver de la mer. Et c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de lumière sur l'eau. Le soleil était un peu plus haut de ces nuages-là, mais c'était super bizarre ces nuages. C'était comme ils bougeaient, c'était un peu flou, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis mal garé pendant une demi-heure pour prendre cette photo. J'ai fait centre-pied juste avec un objectif 70-200, je pense que j'ai fait. Et j'ai resté une demi-heure, mais je ne croyais pas. En fait, tout le monde s'est arrêté parce que c'était un ciel hallucinant, un peu menaçant. Il y avait même quelque chose un peu bizarre avec ce ciel. Et j'aime bien. En fait, j'aime bien la contraste entre la mer, comme tu dis, qui bouge et qui a beaucoup de lumière, le ciel qui est un peu sombre et qui est un peu bizarre. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris. D'accord, ok. Et alors, au départ, d'ailleurs, je me suis demandé si tu l'avais prise à partir d'un hélicoptère, parce qu'on a quand même une vue assez élevée. Oui. Et alors, du coup, les falaises de Biarritz, en fait. d'accord. Et alors, du coup, ça fait un contraste avec l'image qui suit, parce que du coup, là, tu es dans l'élément. Donc, est-ce que tu étais dans l'eau? Est-ce que tu étais dans un... Alors, je suppose que non, tu étais t'étais sur un speedboat, non, c'est ça? Un Zodiac? Non, cette fois-ci, je fais les deux choses que tu as dit là, je fais, mais cette fois-ci, j'étais sur la plage avec un 600 mm, un objectif de 600. Et j'étais évidemment avec une trépied, et j'étais là pour faire les vagues, j'étais là pour ça. Et c'était à Osgore, donc 30-40 km au nord de Biarritz. C'est un endroit qui est très connu pour la vague, bien sûr, le surf. Et ce jour-là, j'étais avec un copain qui est un photographe de surf très connu, un monsieur qui s'appelle Thierry Organoff. C'est un Français, il est super sympa, qui est du coin. Et on était ensemble, côte à côte, et c'était son objectif, parce qu'à l'époque, j'avais pas de 600. J'ai un 500, mais pas un 600. Il m'a dit, tiens, tu veux prêter parce que là, les vagues sont un petit peu loin. Donc, je l'ai utilisé. Heureusement, il utilise un Nikon aussi. Et voilà, on changeait d'objectif. Et dans les 5 minutes que j'avais cet objectif, j'ai pris cette image. Et le vent était de derrière nous. Et c'est ça, comme on voit la partie haute de la vague, que ça souffle, que ça pousse la vague. Et j'aime bien. Alors, c'est assez compliqué pour moi, cette image. Il y a pas mal de choses qui arrivent, mais en même temps, j'essaie de garder un peu de simplicité par laissant la ciel un peu de place dans la partie haute de l'image. Voilà. Et si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui essaient justement de capturer l'eau durant la journée où c'est ensoleillé, parce que du coup tu te retrouves, tu habites à Biarritz, enfin à Osgore, le climat il est pas écossais, on va pas se mentir, il fait très beau en Écosse d'ailleurs en ce moment, hein, la preuve je suis en t-shirt, il fait quand même 22 degrés en ce moment, mais au niveau du soleil, tu as quand même du soleil constamment, donc je suppose que ça doit être une véritable bataille à capturer ces photos de mer avec ce soleil, avec cette écume que tu as souvent sur l'eau. Quel conseil tu aurais à donner au niveau de la prise d'exposition pour ça, pour éviter les cramés, mais en évitant aussi les noirs, les ombres qui seraient bouchées? Pour les vagues, tu veux dire pour les vagues, et en plus, tu as le ciel. Donc, est-ce que tu utilises je suppose que tu n'utilises pas forcément un filtre si tu étais dans l'eau. On va le voir d'autres photos où tu es carrément sur l'eau, sur un bateau. Je ne sais pas si tu utilises des filtres à ce moment-là. Là, sur la plage, est-ce que tu utilisais un filtre ou
Non, non, c'était une ciel bleu, quoi. Ici, il y avait un ciel bleu, enfin, mais bleu clair. C'était 9 heures 9 heures le matin. Il faut faire, souvent le vent change ici, à peu près 10 heures, le vent change, ça tourne. Et si on veut le vent offshore, comme on dit, il faut aller assez tôt, mais attendre la lumière en même temps que attendre que le vent souffle un peu plus fort. Et donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Souvent, on me demande si on fait les vagues, comment on peut voir une super vague. Mais c'est ça que je cherche. C'est quand je sais pas le terme en français pour ça, mais la partie haute, la partie plan de la vague. Quand on voit que ça souffle derrière la vague, ça veut dire qu'il y a un vent offshore. Et c'est ça qui tient la forme de la vague. Et donc, c'est ça qu'il faut. Si c'est juste une tempête et elle vague un peu partout, ça, c'est une image. Ça, c'est une image super, mais ça, c'est pas une image d'une vague. Pour une vague, une image propre, comment dire, une vague clean, c'est vraiment cette vent offshore, ce vent offshore qu'on veut. Et après, c'est une question d'objectif aussi. Soit il faut recadrer parce que ces vagues étaient, cette vague est une centaine de mètres de la plage. Il faut avoir une objectif assez longue ou on peut recadrer après. On peut recadrer et après on a la. Mais pour moi, la lumière, oui, important, mais le plus important avec ça, c'est le vent. Le vent et la houle, bien sûr. D'accord. Et alors, on va le voir dans les autres photos. Tu as fait beaucoup de photos de voile, mais beaucoup de photos de voiliers en action. Et alors, justement, quand on parle de vagues, j'ai regardé que tu as fait des photos de scènes de mer. On voit à Biarritz, on voit les surfeurs qui attendent la bonne vague, mais je n'ai pas vu de photos de surfeurs en action. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne fais absolument jamais ou c'est juste que tu n'en as pas mis sur ton portfolio? Non, tu as raison, c'est quelque chose que je fais jamais. C'est pas pour moi, non. Moi, je suis plutôt. Enfin, pour un voilier, il faut qu'il y ait des gens dedans, parce que sinon, le voilier ne bouge pas. Mais si je peux éviter de prendre les photos des gens, je le ferai. J'aime bien me mettre dans la photo sans personne. J'aime bien l'isolation de ça, le fait d'être isolé, d'être seul. C'est ça que je cherche. Et si quelqu'un regarde mes photos, je veux qu'ils se disent la même chose. Que je me vois là, je me sens là, et sans rien. Et là, par exemple, cette photo, évidemment, il y a les gens impliqués dans le truc parce qu'il faut naviguer, mais on voit personne là. Et ça c'est pris d'un hélico. J'étais dans un hélico et c'était avec un objectif 24-70, donc Ah ouais. Ouais, donc j'étais pas loin de ce bateau. Je pourrais presque toucher avec ma main. Et voilà, c'était un pilote. Souvent, quand on fait des photos comme ça, soit en hélico, soit en bateau, c'est la relation entre moi et le skipper ou le pilote qui est super important, que la personne comprend exactement ce qu'on cherche. Donc, il faut être très clair, expliquer très qu'est-ce qu'on veut. Et toujours avec une petite micro et tout ça, et voilà. En ce cas, le pilote était incroyable, vraiment un artiste. C'était vraiment super. Et c'est lui qui a vraiment pris cette photo. Moi, j'ai cliqué le bouton, mais c'est lui qui a fait le reste. Et c'est impressionnant. Alors justement, on va ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça, parce que on va dire Monsieur Tout le Monde se dit ah ouais non c'est génial comme angle prendre un hélico et tout, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Et je m'aperçois que quand on a parlé un peu de au début, comment tu es rentré dans la photo, on n'a pas vraiment parlé comment tu es devenu professionnel. Donc tu vis de la photo. Donc comment est-ce que tu as fait la transition du photographe amateur qui ne veut absolument rien dire au niveau qualité de travail, mais qui veut simplement dire qu'on n'essaie pas de vivre de l'art. Donc comment tu as fait cette transition? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition-là? Et est-ce que c'est lié à ton départ dans le sud de la France? Oui, un peu, oui. En fait, être franc avec toi, quand j'étais un sauveteur nageur en Angleterre. Et j'adorais la mer et je travaille tous les jours avec la mer. Et j'ai fait ce cours en photographie parce que ça m'a branché. Je voulais prendre des photos de la mer.
Et je me suis dit, bon, je peux le faire là, je vais commencer, je vais essayer de vendre mes photos. Et à 22, 23 ans, j'avais pas je savais pas comment faire. Et donc, j'essaye de me lancer un petit peu, mais ça, c'était difficile. J'avais pas l'expérience derrière en termes de business, en termes de marketing. Je savais rien à l'époque. Et pendant cette période, il y avait un copain qui travaillait pour une boîte de surf, une marque de surf australienne. Et il m'a dit, tiens, on cherche quelqu'un pour prendre les photos un petit peu des compètes, de vendre les t-shirts, les planches, de rouler dans un petit camion. Est-ce que ça te branche? Et parce que c'est vrai que j'ai gagné pas beaucoup d'argent à cette époque-là, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à faire ça avec eux. Et un an après, le boss m'a dit tiens, Jonathan, on veut lancer une bureau à Osgore parce que c'est l'endroit où il faut être visible, c'est là. Est-ce que ça t'intéresse d'y aller, d'ouvrir un bureau, de travailler là avec une petite équipe? Donc j'ai réfléchi 2-3 secondes et je dis oui, nickel, je m'en vais. Et donc un an après, je suis parti. Et j'ai commencé à travailler un petit peu là. J'ai lancé un bureau, j'avais une équipe, et petit à petit on a grandi. Donc je suis resté avec eux 4 ans, je pense, 4-5 ans. Quand je suis parti, j'étais chef de marketing Europe. Et la boîte est vraiment agrandie, vraiment bougé. Mais je me suis trouvé dans une position que j'étais pas content, j'étais mal à l'aise, je voulais pas travailler pour une grosse boîte parce que entre temps la marque est vraiment poussée, hein. Mais je voulais pas travailler dans ce milieu. Et donc je les ai dit pardon, je suis désolé, mais je m'en vais, je quitte, je m'en vais. Et j'ai décidé de rester en France parce qu'évidemment, on a acheté une maison ici et tout. Et je voulais me remettre dans la photo, mais cette fois-ci, j'avais des armes parce que cette fois-ci, j'avais compris un peu le business, le marketing que j'ai appris pendant ces 7 ans avec la boîte de surf. Et cette fois-ci, ça marchait pour moi parce que j'étais clair dans ma tête. Je me traitais à l'époque comme une marque. D'accord. Et une fois que j'ai compris ça, qu'il faut respecter la marque, il faut respecter tout ce que j'ai appris avec la marque de surf. Ça, c'est pas nous, mais ça, c'est nous. Ce t-shirt, c'est pas nous, mais ça, c'est nous. Enfin, j'ai respecté qu'il faut, avec une marque, il faut respecter les limites de cette marque et de comprendre. Il faut que les gens comprennent la marque. Et si c'est Coca-Cola aussi, c'est autre chose. Et ils restent fidèles à leur cœur, si tu veux. Et une fois que j'ai compris ça, c'était beaucoup plus facile pour moi de lancer une affaire. Donc j'ai lancé une société française. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant, la 10e année cette année. Et j'ai travaillé beaucoup sur le marketing au départ, et après évidemment sur mes photos. Et donc petit à petit, ça marchait pour moi, heureusement. Et donc, du coup, c'est principalement, tu fais des photos pour vendre en tant qu'impression, ou est-ce que tu fais beaucoup de photos commerciales? Non, chaque photo que je prends, c'est pour moi. Donc, il y a pas une autre idée dans ma tête, une idée de notre personne dans ma tête quand je prends une photo. Et donc, c'est pour ça que je reste fidèle à la marque, si tu veux. Et donc, c'est complètement pour moi. Et après, il faut que je trouve il faut que je fasse quelque chose commercialement avec cette photo. Pardon. Et donc, soit c'est les tirages, donc j'ai fait les tirages série limitée, et ça c'est quelque chose qui tourne bien pour moi, donc c'est les séries de 12 signées et tout ça, donc c'est super bien. Ou c'est une marque ou une grosse boîte qui prend mes photos pour leur magasin ou pour leur communication, mais même si c'est comme ça, c'est une photo originale de moi qu'ils utilisent. Donc je ne fais pas une photo pour eux. Par exemple, Ralph Lauren, les autres marques qui ont utilisé mes photos pour leur magasin, c'est mes photos qu'ils ont utilisées. C'est pas quelque chose que j'ai fait pour eux. Il y a les hôtels, dans les foyers des hôtels, on voit souvent mes images. Donc après, une fois que j'ai pris,
une photo. Après, il faut que ça travaille pour moi. Hein. Et c'est comme ça. C'est deux casquettes, si tu veux. D'accord. C'est pour ça que je trouve, je gagne ma vie. Ah, mais je dirais, c'est le rêve comme scénario, parce que même Joe Cornish, par exemple, a fait beaucoup de photos pour des organismes, que ce soit National Trust et autres, mais c'était sous forme de commande, et après il utilise donc le résultat aussi pour vendre à l'unité en tant qu'impression, série limitée et signée. Toi, tu as réussi à faire l'inverse, à te focaliser d'abord sur ton envie, sur ta propre vision, et tu as trouvé cette clientèle qui vient te chercher après pour réutiliser en fait tes images. C'est génial. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a commencé quand j'ai travaillé avec cette boîte. J'en avais marre de travailler pour quelqu'un. Je ne voulais plus le faire. Je voulais travailler. Donc, quand j'ai quitté, je me suis dit, voilà, c'est fini. Je vais jamais travailler pour une autre personne. Je travaille pour moi, pour ma famille. Et voilà, c'est comme ça. C'est une décision que j'ai prise à ce moment-là. Et comme ça, s'il y a un problème, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, c'est ma faute. C'est ma faute. Et voilà, au moins, je vais savoir. Je vais savoir, donc je peux pas dire c'est la faute de notre personne, c'est tout à fait à moi. Et ça, j'aimerais bien, j'aime bien ça. Et la deuxième chose, c'est que ça veut dire que chaque photo qui est visible là aujourd'hui, c'est de moi. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Et que ça reste une photo à moi. Donc c'est très important. C'est pas une idée de notre personne, je veux dire. Mmh. Non, non, c'est très clair. Et alors, du coup, quand je vois une photo comme celle-ci, ou même celle que tu as prise à partir d'un hélicoptère, ça représente un certain coût quand même de production pour pouvoir réaliser cette photo. Aller sur l'eau, prendre un bateau, louer un hélicoptère, etc. Ça représente quand même beaucoup de travail en amont. Oui, cette photo a été prise de notre bateau, d'une Zodiac de 9 mètres, je crois. Ces bateaux sont hallucinants. C'est un classique, un voilier de 100 ans, quoi. Et ça bouge, c'est une vitesse incroyable. Donc pour ça, il faut soit un hélico, soit un bateau qui peut aussi bouger. Et pour ce genre de photo, je suis dans un Zodiac à 8 ou 9 mètres avec un grand rebord 250 deux fois derrière. Vraiment pour rester à côté d'eux. Et oui, c'est vrai qu'il y a un coût, hein, ça coûte, mais heureusement, c'est un investissement. C'est un investissement pour moi. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de photos, enfin comme ça en tout cas. Et heureusement, ça c'est à Saint-Tropez. Et heureusement, ça fait quelques années que je vais au voile de Saint-Tropez. Et on me connaît là, on me fournit heureusement des fois des hélicos et tout. Donc ça marche dans les deux sens. Donc c'est comme tout. Une fois qu'on a l'habitude, on commence à faire pas mal de choses, on commence à avoir une petite réputation et les gens veulent travailler avec toi. Donc ça marche bien. D'accord. Cool. Et à quel point, donc du coup, vu la production quand même que ça représente, à quel point tu as déjà une image prédéfinie de ce que tu veux obtenir au final. Spécialement, pas forcément pour une photo comme celle-ci, mais par exemple, soit celle-ci ou bien celle-ci d'hélico. Est-ce que tu savais que tu voulais prendre le bateau sur cet angle-là avant même d'avoir décollé? Ah non, jamais. Non, je suis très opportuniste. Donc, non, j'ai des idées dans ma tête, mais non. Pas forcément la photo finale, non, c'est pas possible, je pense. On va être toujours très déçus si on fait ça avec ce genre de photo. Si tu reviens à l'autre, la voile, avec ça, j'avais une idée dans ma tête de faire une série de photos avec que la voile, qu'on voit que la voile, et on laisse pas mal de l'image en espace. J'aime bien l'espace dans une photo. Et c'est ça qu'on voit ici, qu'on voit que presque la moitié de la photo est rien. Il n'y a rien là. Alors, absolument rien. Et pour moi, c'était le plus proche. C'était pour moi, je photographiais le vent quand j'ai fait les voiles. Et bien sûr, le vent, c'est pas possible de voir, mais on voit toujours les effets. Et c'est ça que je voulais voir dans cette série de photos. Et c'est ces photos qui vraiment m'a lancé. Une fois que j'ai lancé cette série de
de voile abstrait. C'est vraiment ça, il y a 8 ans, qui m'a lancé, qui était vraiment le truc qui m'a poussé dans le bon sens. Il y avait un magazine anglais qui s'appelle Black and White Photography, et là, ils ont fait 9 pages sur mes voiles abstraits. C'était en 2009, je pense, et là, c'était le début pour moi. Après ça, tout a tombé dans le bon sens. D'accord. Ces photos sont très importantes pour moi parce que c'était une idée que j'avais heureusement, qui a marché et que toujours j'adore et toujours je rajoute. J'y étais l'année dernière encore à Saint-Tropez pour les voiles et je fais ça et j'adore. J'adore chaque moment de faire ça, j'adore. Voilà, un autre. Là, voici la série, tout à fait. Merci. Non, pas de souci. Je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire comme série. Et alors, tu as dit quelque chose d'intéressant, de très intéressant. À l'instant, tu as parlé d'espace. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore touché aujourd'hui. Je trouve que dans toutes tes œuvres, tu as une capacité de capturer ou de transposer l'espace, la liberté, même dans des scènes qui seraient assez confinées. C'est assez paradoxal, mais si on passe donc maintenant des bateaux à un autre élément qu'on n'associe pas forcément à l'eau, le cheval. Donc, tu as fait toute une série de photos sur les chevaux en Camargue. Je sais que tu as aussi capturé des chevaux en Islande. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu es parti en Camargue pour faire cette série? Est-ce que c'est plusieurs voyages que tu as fait en Camargue pour tâter le terrain, savoir les lieux exacts où c'est que tu allais capturer? Est-ce que, bien sûr, préciser si c'est des chevaux qui sont sauvages ou pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Camargue? Quelle a été ton approche de cette série-là? Ça démarre encore, c'est une autre chose qui a commencé quand j'étais gamin. Je me souviens, j'étais sur la plage, je me souviens un peu où, mais j'étais sur la plage avec mes parents. Et c'était une journée il y avait une mer assez grande, il y avait des vagues et tout. Et j'ai demandé à mon père, c'est quoi ça, la partie blanche, c'est quoi ça? Et il y a une expression, c'est la mousse, en fait, j'ai parlé de la mousse. Et c'est une expression anglaise, il m'a dit ça s'appelle le chevaux blanc, le white horses. Donc ça, c'est une expression anglaise pour cette partie, la mousse sur une vague. Et j'avais 6 ou 7 ans et ça restait dans ma tête. Voilà les chevaux blancs là. Et ça restait dans ma tête pendant des années. Et quand j'ai entendu parler de ces chevaux en Camargue, on voit pas, on sait pas, mais bien sûr ils sont blancs. Là ils sont silhouettés, mais on voit que c'est blanc là. Et je me suis dit, ça c'est une cheval qui a adapté, qui habite à côté de la mer, dans les salines, enfin vraiment qui a adapté pendant les années à habiter, à vivre dans les conditions très difficiles. En hiver, la Mistral qui soufflait et toujours la mer, tout ce qui est très salé autour, l'herbe est très salée. Et donc je me suis dit, je veux y aller pour les voir, pour voir si je peux faire des photos. Et donc je suis allé, j'ai un copain qui habite par là, qui m'a branché un petit peu avec c'est un cheval qui est pas sauvage dans le sens que ils sont tous les propriétaires, donc c'est les grands fermes, les grands ranchs qui les chevaux, mais ils habitent dans les champs, à la plage. Ils habitent un peu partout, mais ils sont soignés, donc ils viennent. Et donc je suis allé une fois et il m'a branché avec une ranche qui normalement ces chevaux ils ne restent pas dans l'eau comme ça. Il faut une équipe de 4 ou 5 personnes, encore des gens qui sont pas dans la photo mais qui sont bien impliqués dans le truc, qui gardent les gardiens, ce fameux gardien de Camargue. Qui les tient, qui les met dans une position que je veux, soit ils sont en train de courir, soit ils sont en train de rester comme ça, mais le cheval ne fait pas ça tout seul. Et donc, il y a une grosse équipe derrière. Et non, ça fait 8 ou 9 ans que j'y vais, en Camargue. Et là, j'ai fait même des stages, là, maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment pris l'imagination des photographes partout et c'est magnifique
chevaux blancs en mer, c'est un truc à voir. Je te dis, si je t'ai jamais vu, il faut que juste pour voir, c'est incroyable, incroyable. Ah ouais, non, ça donne envie. Et quand j'ai vu cette image, bon, moi j'ai grandi avec des chevaux, hein, donc j'étais sur les chevaux avant de savoir marcher. Et c'est vrai que ça me touche énormément. Et ce que j'aime aussi dans cette photo, principalement celle-là, c'est qu'il y a un effet un petit peu Dali avec ce reflet dans l'eau. Ça nous fait des sortes de créatures assez extraordinaires, hors du monde. Enfin, c'est une interprétation que j'ai Oui, de ta photo que je trouve très, très intéressante. Et alors, bien sûr, bon, on a celle-ci en action. Encore une fois, la lumière. Je crois on a ça en commun, hein, ce contraste, ce besoin que dans une scène, on ait du contraste, on ait des courbes, on ait de l'action, on ait quelque chose, et des nuages qui ne soient pas dignes du sud de la France. Et là, tu as capturé quelque chose quand même d'extraordinaire. Encore un orage d'ailleurs. oui, oui, tout à fait. C'était normal. Il y avait beaucoup de pluie après. La photo avant, avec les reflets, il faut dire que ça c'est très rare quand même, parce que souvent il y a la Mistral, comme j'ai dit, qui souffle, donc c'est très rare. Ça c'est pas la mer, mais c'est un lagon. En fait, bizarrement, les deux photos que tu montrais là sont tous les deux mis au même endroit, pas le même année, mais le même endroit, exactement le même endroit en fait. Et oh, mais tu es un artiste, toi. Super. Et c'est le même endroit presque. Enfin, oui. Et à gauche, on voit les reflets. Et s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de Mistral en Camargue, ça veut dire qu'on va être. On a un autre souci, c'est-à-dire qu'on a les moustiques. Parce qu'on a quand on a la Mistral, ça veut dire que les moustiques sont un petit peu, on les voit pas, on les sent pas. Mais quand il n'y a pas de Mistral, là ils sont très présents. Et là, mais même moi, enfin, mes souvenirs de cette photo sont vraiment. J'adore le moment. J'étais vraiment dans le moment quand j'ai pris les photos. Mais après à l'hôtel, j'avais des morts partout et je me suis gratté pendant 3 semaines après, je pense. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais c'est très rare qu'on voit les reflets comme ça. C'est bien. Et alors, après, alors, je vais quitter le mode comparaison. Il y a ce cheval. Alors, je ne sais pas si c'est les deux, si c'est le même cheval, mais ce cheval, c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette photo. C'est cette crinière. Il y a un effet visuel. On dirait que sa crinière est un turban qui enroule son encolure. C'est vraiment très bien. Et encore une fois, ce contraste entre les tons clairs en fond et les tons sombres devant, justement, mais en évitant, bien sûr, les bouchées, quoi. Avoir toujours tous les détails. Oui, et c'est aux Pays-Bas. C'est une race de cheval qui s'appelle les Frisians. Ils sont incroyables, ces chevaux. Ils sont énormes, 2 mètres plus en termes de sa tête. Et fort, musculaire. Ça, c'est un étalon. Et on voit le cou. C'est vraiment incroyable. Là. Moi, quand je les ai vus côte à côte la première fois, j'avais la bouche comme ça. J'ai vraiment, incroyable. Et oui, en fait, c'est pas le même cheval les deux que tu m'as montré là. Mais c'est vrai que quand l'étalon, parce que c'était un étalon, il était très fier et il tournait partout. Et c'est un moment qu'il a tourné la tête très rapidement. C'est pour ça qu'on voit le mouvement dans l'écran. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser de la photo que tu as montrée tout à l'heure avec la voile qui a tourné, qui a twisté un peu. Voilà, c'est un petit peu le même mouvement. Et bizarrement, il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué, peut-être que c'est la photo n'est pas un carré. C'est un exact, c'est du 4/5e. Mais j'ai vraiment essayé, hein, tu sais, j'ai vraiment essayé de faire, mais ça ne marchait pas. Donc cette fois-ci, j'ai laissé c'est un 5-4, je pense. Il y a quelqu'un qui t'appelle là. Et donc voilà, mais c'est le mouvement que j'aimais bien. Donc, j'aime bien le mouvement, j'ai remarqué, et j'aime bien même si c'est un portrait, si on veut, si tu veux, c'est en même temps on voit qu'il y a du mouvement dans le coin. C'est ça que j'aime bien. Et l'œil aussi, j'adore son œil. C'est parfait. Et d'ailleurs, bon, je pouvais pas prendre toutes les photos qu'il y avait sur ton site, mais d'ailleurs,
J'invite ceux qui regardent cette vidéo à aller sur ton site et aller voir la série, toutes les séries d'ailleurs, mais il y a dans la série des chevaux, il y a un portrait d'un cheval et on voit l'œil et dans le reflet de l'œil, il y a un autre cheval. Oui. Alors, je vais pas la montrer, la photo. Voilà, je veux que chacun aille trouver ça, aller visiter. Et tu sais, là, je veux bien te dire que je l'ai fait exprès, hein, que j'ai fait, ah oui, je vais me mettre dans le... Mais je l'ai su que après. Quand j'étais sur Lightroom et j'ai commencé à travailler un petit peu, je me souviens que j'ai pris cette photo et je me suis dit, ah oui, l'œil. Et quand je regardais, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait un autre cheval dans l'œil. Et je ne savais pas du tout. Mais c'est bien, c'est une bonne surprise. D'ailleurs, c'est un petit concours, un petit challenge d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo. Mettez-moi dans le commentaire le nom de la photo auquel on fait référence. Je veux voir à quel point vous allez aller sur le site de Jonathan et que vous allez trouver cette photo. Donc, c'est là un portrait d'un cheval noir et dans l'œil du cheval, vous allez trouver le reflet d'un autre cheval. Voilà. On va donner 100 € pour la personne qui non, c'est pas le... Non, pas. Alors l'autre photo, je m'aperçois du temps qui passe vite. L'autre photo, on va aller très très vite sur celle-là et j'ai changé le fond pour mieux la voir. Et donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu as l'impression que tu vois un carré noir, va te coucher. Va te coucher ou bien c'est l'occasion d'acheter une sonde pour calibrer ton écran. Voilà. et ajuster la luminosité de ton écran. Parce que on a eu l'occasion d'en discuter avec Jonathan avant un peu de cette photo et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était osé. C'était quand même osé d'avoir fait cette photo telle qu'elle est, d'avoir poussé le vice d'aller dans les tons noirs. Quand on va dans les tons blancs, c'est facile de trouver les choses. Dans le ton noir, ça met du temps à l'œil d'apprécier, de pouvoir lire les détails. Et même en regardant cette image-là, au fur et à mesure que je parle et les secondes qui passent, je découvre de plus en plus les détails de cette photo. Et je trouve que c'est osé dans une période dans laquelle on vit, où on est submergé de photos qui flashent sur tous les réseaux sociaux. La photo doit nous interpeller immédiatement, plein de couleurs, des couleurs même surréalistes la plupart du temps. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est une photo qui demande du temps pour pouvoir être appréciée. Je trouvais que c'était tout à l'honneur et c'est très osé. Alors, tu peux nous dire comment tu as capturé cette photo? Oui, pour capturer, on a mis le cheval, c'est un autre talent, dans un box, en fait, dans une espèce de box. Et j'ai mis un truc en fond noir, en matière, un fond, juste en matière, un tissu noir autour. Et j'ai sous-exposé la photo pour donner ses ombres un petit peu. Et après le reste, j'ai fait vite fait, c'est un peu de dodging and burning. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. Pareil, la même chose. Pareil, bon, c'est nickel, alors, c'est parfait. En Photoshop, je pense, et voilà, c'est fait. Donc, c'est encore 5 minutes de retouche, et voilà, c'est fait. J'avais l'idée avant. J'aime bien jouer avec les tons. J'aime bien les tons sur tons, c'est-à-dire le blanc sur blanc et le noir sur noir, c'est quelque chose qui me branche beaucoup. Il y a Matisse qui a fait cette série de gravures sur un fond noir avec les lignes en blanc. Et j'adore ça. Et Picasso qui a fait, je ne sais pas si tu as vu, les dessins avec un stylo et encre, juste c'est une ligne, mais il fait les formes des animaux. Donc il a fait, il fait un cheval et il a fait pas mal d'animaux. Et j'adore ça, la simplicité de ces deux façons de travailler, de ces deux maîtres. Ça m'a beaucoup inspiré de faire quelque chose. Enfin, c'est pas pareil, mais le même principe de prendre les idées et de faire quelque chose, mais avec un appareil photo et pas un stylo. Alors ça me branche beaucoup. Alors tu parles de simplicité, tu l'avais même parlé, hein, c'est pas la première fois que tu évoques la simplicité et le le mot me manque. Mais je vais penser si tu veux, si tu veux une traduction, ça c'est vite fait. Hein. Même en anglais, ça me, j'ai pas le mot qui vient. Non, mais je pensais à la simplicité. J'ai essayé de faire une transition en fait vers l'Asie. Je pensais aux estampes chinoises,
à la calligraphie. Voilà. Quand tu parlais des dessins de Picasso, ça me faisait penser à la calligraphie. Et donc, je Ouais. pensais que c'était une bonne transition pour aussi voir un autre aspect de tes œuvres. C'est cette idée on a parlé d'espace, de liberté, de tranquillité, et aussi énormément de simplicité que l'on retrouve dans les estampes chinoises. Et alors, la simplicité, on peut la retrouver dans des baies, dans des bancs je ne sais pas si c'est des bancs de poissons, des bancs de moules ou d'huîtres. C'est le huître. C'est Tu peux des... changer de temps encore? Oui, autant pour moi, oui. Hop, blanc, voilà. Merci. Oui, c'est encore en France. Tu as choisi pas mal de photos de moi en France, et c'est bien parce que la France, c'est très inspirant pour moi. Et ça, c'est encore Méditerranée, encore, c'est pas loin de Sète, là. Et c'est les huîtres, les kilomètres de ça pour les huîtres. J'adore ça. Et oui, c'est très. C'était tôt le matin, il y avait pas vraiment un ciel, il n'y avait pas de nuages. Donc c'est une pause longue, mais j'étais sur une falaise, une petite falaise là, et voilà. J'ai pris 1 heure juste seul, et c'est parfait. C'était un moment très sympa. Comme tous les moments, c'est chaque image que tu me montres là, c'est chaque fois que je regarde quelque chose, ça me fait penser du moment et que j'y étais, et que les odeurs, les sons, tout ça, c'est bien. Et voilà, ça c'est un moment très agréable avec un petit déjeuner super après, je me suis dit. C'est toujours marrant à quel point nos propres photos nous rappellent des détails qui n'ont pas d'importance pour la photo, pour celui qui le regarde, mais pour nous permet de se rappeler et d'apprécier d'ailleurs davantage l'œuvre. Une question que je me suis posée, puisque tu fais du noir et blanc, beaucoup de personnes qui font du monochrome vont faire de l'infrarouge. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, que tu as déjà utilisé ou pas du tout? Non, enfin, quand c'est bien fait, j'aime bien, mais c'est pas pour moi. Je pense que les contrastes sont trop sévères pour moi. Et donc c'est pas quelque chose qui me branche, mais par contre, je peux l'apprécier. Hein. Le fait que je le fais pas, ça veut pas dire que je n'aime pas. C'est juste, c'est pas pour moi. Mais j'ai essayé parce que quelqu'un m'a prêté une boîte quelqu'un a changé le capteur pour être infrarouge. Et ouais, c'est drôle, mais c'est pas pour moi. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu utilises des filtres? Alors, je sais que tu utilises des filtres de longue exposition, etc. D'ailleurs, si la tête de Jonathan, à défaut de connaître son nom et de ses œuvres, si sa tête vous dit quelque chose, c'est que peut-être vous avez vu des vidéos des filtres Lee. Curieusement, au départ, j'ai cru que c'était comme ça que je t'avais découvert, et en fait, non, je t'ai découvert par tes voiles. Donc, ça remonte bien plus loin que bien plus loin que les vidéos de filtre Lee. Et donc, je sais donc que tu utilises des filtres, des filtres, mais est-ce que tu utilises des filtres de couleur? Non. Non, pas depuis. Non. Le moment que j'ai changé en numérique, non, c'était pas la peine. Non, mais le filtre, oui, ça, c'était avec comment on dit, D-stop, comment tu dis, D-stop, dis quoi? 10 arrêts. 10 arrêts, voilà. C'était un filtre d'Israël, c'était en Islande, encore sur une falaise. Je pense que je passe pas mal de ma vie sur une falaise. Et c'était c'est un vent qui était pas terrible, donc on voit la mer est très agitée. Mais je voulais faire un pose lent pour simplifier la mer, mais en même temps je voulais garder la férocité de la mer. Et on voit pas mal de blanc qu'on voit tout le long de la côte. Et donc, oui, j'utilise, mais pas pour les filtres couleurs, non, j'utilise pas, j'utilise plus, en tout cas. D'accord. Alors, je suis conscient du temps, on a dépassé l'heure hein, déjà. Et alors, il y avait quand même vite fait d'autres photos que je trouvais intéressantes. D'ailleurs, je trouve intéressantes, mais qui méritaient qu'on parle d'elles. Simplicité, encore une fois, je vais juste te montrer celle-ci. Pas facile à prendre celle-ci. Non, enfin, je peux te dire que c'est le cas, que c'est pas facile à prendre, mais en fait, on parlait tout à l'heure de petit déjeuner. Et en fait, j'étais en Mozambique et je suis passé le matin sur une barque avec une voile triangulaire magnifique. J'adorais. J'ai fait pas mal de ça. En fait, il y avait une photo que tu as vue dans son petit panneau de photos, un peu le même style de bateau. Et là, j'ai fait le matin très tôt. Je suis revenu à l'hôtel pour un petit déjeuner et j'étais avec mon objectif sur la table.
et j'ai vu ça devant moi. Et vraiment, il y avait, enfin, c'est pas la mer, c'est un lagon. Et la mer, c'est la bande un peu plus foncée qu'on voit à l'horizon, c'est la mer. Donc c'est pas du tout, c'est pas très profond l'eau. Donc il y avait un reflet incroyable avec ces arbres qui tombaient. Et ça me fait penser, quand tu as dit tout à l'heure, de ces images japonaises ou chinoises, asiatiques. Et voilà, j'ai pris la photo, j'ai pris 3 et les 2 autres, il a bougé un petit peu, c'était pas le même, mais avec celle-là, c'était parfait et j'avais de la chance. C'était vraiment un petit déjeuner avec ça comme vue. C'était magnifique, c'était magnifique. Et j'ai un petit peu la honte parce que je sais qu'il y a des photos de nature qui prennent tente et ils font 3 semaines ou 3 mois des fois dans le sauvage, en attendant le moment comme ça, et moi je suis avec mon croissant, c'était tout bon moi. Donc j'avais de la chance. Et d'ailleurs, il y a une autre photo de toi sur ton portfolio où on voit à quel point tu insères, t'hésites pas à insérer des branches d'arbres dans la scène. Et on le voit d'ailleurs, on le voit sur une photo que j'ai pas montrée là, d'un temple japonais, je pense, dans l'eau. Et on voit à quel point tu utilises la branche comme ligne de vue, en fait, vers le sujet, que je trouve très intéressant. Et ici, même si c'est un peu, c'est pas trop directionnel, c'est intéressant la façon dont tu incorpores justement des choses qu'on aurait tendance, beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs, auraient tendance à ne pas incorporer et à essayer de me battre pour pas ne les avoir dans la scène. Donc c'est intéressant comme approche. Mais c'est l'inspiration d'art japonais, en fait. Ça me fait penser de ça. Et j'ai très inspiré par un photographe, malheureusement, qui a décédé maintenant, mais il s'appelle Don Hong Wei. Et c'était un Chinois, enfin, pas d'origine, mais qui a déménagé en Chine et qui a fait ses photos avec ses branches tout en noir et blanc. Comment tu dis Aiki en français? Comment tu dis ça? J'aurais dit la même chose. Je crois qu'on dit Aiki aussi. Aiki, oui. Ouais. Donc, très clair, très lumineux. Et voilà, c'est ça qui m'a inspiré à faire ça. Et ça aussi, un peu. Oui, c'est un petit peu le même. C'est pas très. Souvent dans mes photos, il n'y a pas de. J'aime pas trop les règles de landscape, de photographie de paysage. Donc, quand il y a quelque chose dans le très, très fort, dans le premier plan, j'aime pas trop. Mais cette fois-ci, il y avait un brouillard qui est magnifique et ça me fait penser ces branches un petit peu encore de cet art japonais. Donc voilà, c'est à côté de moi, ça c'est à 5 minutes d'où j'habite là. Donc comme quoi, hein, même si on n'a pas de chance et qu'on habite en France, ça c'est le français expatrié qui dit ça. Si on habite en France, on a de quoi sortir des choses qui sont assez remarquables et à premier abord qui ne paraissent pas très français d'ailleurs. Quand j'ai vu cette photo, avant de lire la description sur ton site et de voir que c'était en France, j'étais persuadé que c'était pris en Asie justement parce que l'atmosphère de ce brouillard, de cette brume, de cette eau encore et puis de ces ombres créées par les branches qui sont assez intéressantes. Et alors, deux autres photos qui m'ont qui ont attrapé mon regard. C'est pas la première fois que je tombe sur des photos de ce lieu-là. Et alors, je voulais te demander, est-ce que c'est vrai que ces pêcheurs, en fait, ne peuvent plus survivre avec de leur pêche et que la majorité de leurs revenus, en fait, provient des touristes, des photographes qu'ils vont prendre et qui vont se laisser prendre en photo avec ces cormorans avec lesquels ils vivent. Je voulais savoir si c'était vrai. Je n'ai jamais posé la question parce que c'est pas poli de parler de quelqu'un par comment il gagne sa vie. Mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est peut-être plus possible de gagner la vie en pêchant avec ces cormorans. Mais en même temps, si quelqu'un comme moi peut payer, et j'ai payé pour ce monsieur d'être là à 4 heures, 3h, 4 heures le matin, bien sûr, ça me dérange pas. J'ai payé
les chevaux de la Camargue, enfin pas les chevaux, mais la personne qui les vient d'être là. Donc ça me dérange pas du tout. C'est si je peux contribuer à leur vie, pourquoi pas, s'ils veulent le faire. Mais en même temps, quel magnifique endroit. C'est incroyable. Et c'est vrai que je pense plus qu'ils peuvent plus vivre comme ça. Mais au moins, on voit comment ça a été, comment les choses étaient avant. Et c'est justement, quand j'ai pris cette photo, c'était très calme, il n'y avait pas un bruit. C'était juste le bruit des cormorans avec les ailes qui fait ça, et l'eau qui est un petit peu... Et je me suis dit, là, c'est une photo, c'était une scène il y a 300 ans, qui doit être un peu pareil. Le moment que j'avais pensé ça, le second que j'ai pensé ça, il y avait un bruit. Ah non. C'était son portable, dans ton truc là. Ah oui, c'est dit. Et donc je me suis dit, le rêve était cassé. Et c'était un moment extraordinaire. Et alors du coup, parce que je ne sais même pas comment cette pêche fonctionne. C'est le cormoran qui attrape le poisson? Oui, il a un col, on voit pas trop, mais il a un col. Chaque cormoran a un col comme ça, avec une corde qui est attachée au bateau. Et les cormorans sont très intelligents, ça je savais pas. Et on m'a dit que il plonge en fait pour les poissons. Et il revient avec un poisson et il met le poisson dans le panier. Et chaque cinquième poisson, c'est pour lui, c'est pour le cormoran. Et donc, il peut compter. Donc, il fait 1, 2, 3, 4 dans le panier. Et avec le cinquième dans sa bouche, dans son bec, il attend comme ça pour le mec à enlever le col pour qu'il peut avaler le poisson. Et voilà. Donc, ils savent compter. Et donc, c'est hallucinant. Ils sont très bien nourris. Ils mangent super bien les cormorans. Au départ, j'étais pas trop à l'aise parce que est-ce que ça, c'est vraiment un truc, mais c'est comme un chien si on laisse, je pense. C'est la même histoire. C'est pas, enfin, ils semblaient très 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 bien entretenus. Et il n'y avait pas de soucis. Ils mangeaient très bien. Et ils peuvent. L'autre qui est derrière avec les ailes comme ça. Ouais. Il n'a pas de laisse, donc il attend son tour. Et la seule raison qu'il met le col, c'est que c'est pour entraîner, pour être sûr qu'il ne va pas avaler chaque poisson qu'il attrape. Et donc l'autre, il reste parce qu'il veut rester, parce qu'il sait que le pêcheur va l'amener dans le bon endroit pour les poissons. Et donc l'autre oiseau qu'on voit avec les ailes ouvertes, il reste là, il va pas pêcher lui pour il lui-même. reste là parce qu'il veut être là. Donc voilà, mais c'est une question de choix pour lui. D'accord. Okay. C'est bizarre, mais c'est quelque chose qui est très ancien. C'est quelque chose qui a témoigné ça, c'est incroyable. Alors tu te doutes bien de la question qui va venir. Je vais sélectionner une autre image. Et la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? T'as fait de la couleur? Oui, c'est incroyable. Oui, c'est 2 années différentes. Il faut que je te dise, c'est pas la même année. C'est 2 années différentes, 2 ans différents. Et c'est le bleu que j'ai fait en premier. Et il y avait pas de détails dans la photo en noir et blanc. On voit les nuages et le brouillard autour des montagnes. L'autre, on voit un petit peu, mais il avait un brouillard très lourd. On voit pas trop. Quand j'ai mis en noir et blanc, ça sortait pas. Et j'aime le bleu aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui adore la mer. Et tu vois derrière moi, c'est un petit peu le même bleu que sur cette photo-là. Donc le bleu, c'est quelque chose, c'est une couleur qu'il adore. Et donc je me suis dit pourquoi pas, je vais le laisser en bleu. Et la réaction a été, il a fait quelque chose en couleur, mais en même temps, c'est très simple pour moi. L'image est très simple. Le bleu a le même effet que le noir et blanc, c'est-à-dire ça simplifie et c'est pas grand chose. C'est que le pêcheur, son petit bateau et la lanterne derrière, c'est ça qu'on voit. Le reste, c'est dans la distance. Et voilà, pour moi, ça fonctionne, ça marche. Et ça marche très bien comme tirage aussi. Non, ça marche très bien. Et puis d'ailleurs, pour toi qui nous regarde, on couvrira prochainement les couleurs.
Hmm. et la théorie des couleurs. Et une des raisons pour laquelle cette photo marche bien en couleur aussi, c'est ce jaune et le bleu Hmm. qui sont les deux couleurs complémentaires. Et donc, Hmm. ça aide vraiment bien à cette lecture de cette photo. Donc, vraiment bravo. Et la dernière photo qu'on va voir de toi, c'est celle-ci. Juste pour prouver que même s'il n'y a pas de mer, même s'il n'y a pas de chevaux, eh bien, tu arrives quand même à faire des choses extraordinaires. Et ce qui m'a étonné de celle-ci, c'est encore une fois, il faut préciser, ce n'est pas un composite, même si Non. on pourrait croire que c'en est un tel cette symétrie en quelque sorte. Mais je me rappelle j'ai eu la chance d'aller au Kenya et c'est vrai qu'on voit des fois des scènes qui sont assez extraordinaires avec ces créatures parce que c'est vraiment une créature très particulière. La girafe, il y a juste besoin de la voir évoluer, courir. Moi, ça me fait sourire quand je vois une girafe courir. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand on voit un cheval et quand on regarde une girafe, on s'aperçoit à quel point il y a quelque chose qui n'est pas normal au niveau des pattes. Ils ne courent pas de la même façon. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de la montrer, cette image. Oui, encore une fois, je suis vraiment désolé à tous les photographes nature pour ça, parce que c'est vrai que j'attendais 5 minutes pour que ça arrivait comme ça. J'avais beaucoup de chance encore. J'étais avec le propriétaire d'une lodge safari en Afrique du Sud, on était dans la voiture, dans le 4x4, et il m'a dit ah oui, avec les girafes ils sont très curieux, donc si on se met par terre sur une bâche, souvent ils veulent voir ce que vous êtes là, donc ils veulent vérifier si c'est quelque chose qui veut les manger, ils vont dire à tout le monde attention. Et donc on s'est mis en bâche et le chauffeur a bougé le 4x4. Et c'était que nous deux. Et on attendait 5 minutes et petit à petit, les girafes sont approchées comme ça. Et je me suis dit, allez, parce que j'ai commencé à voir un petit peu la forme qu'ils faisaient. Et voilà, 5 minutes, et ils ont fait ça. Et 2 minutes après, ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Mais c'était une petite fenêtre d'opportunité et j'avais la chance. Mais la forme, je croyais pas. Ça me fait penser des arbres un petit peu. Les baobabs, les choses comme ça. C'est vraiment incroyable. Extraterrestre. Mm. Je trouve ce coup allongé. Et d'ailleurs, vu l'angle de vue que tu as choisi, pris d'en bas, accentue d'ailleurs cette longueur de cou avec cette tête qui est assez extraordinaire quand même. Non, c'est très intéressant comme photo. Donc voilà pour les photos de Jonathan. Merci de nous avoir donné tant d'informations sur ces photos, sur ton approche. C'est vraiment très généreux. Et il y en a d'autres photos sur lesquelles on ne s'est pas arrêté, mais qui mériteraient aussi d'être arrêtées. Allez voir la série sur Venise. Je trouve que moi, j'ai eu la chance d'aller à Venise il y a quelques années. J'y suis allé au mois de septembre où il n'y avait pas trop de touristes. Et j'étais surpris à quel point l'eau est très intéressante. J'avais vu des images à la télé de Venise qui faisaient un peu crade, une couleur d'eau vert foncé qui fait plus penser aux poubelles qu'autre chose. Et j'ai été agréablement surpris. Et là, de voir Venise en noir et blanc, en monochrome, je dois dire, ça donne une ambiance complètement différente. Et ça me donne énormément envie de retourner à Venise. Et je sais que tu organises également des stages un peu partout dans le monde, et y compris à Venise, je crois. Et donc, je vais montrer ceci, ça s'appelle Ocean Capture. Tu peux nous en parler de Ocean Capture un petit peu, de quoi il s'agit? Oui, je l'ai démarré il y a 10 ans pareil. Au départ, je ne te cache pas, c'était en raison de gagner un petit peu la vie. J'avais le même jour que j'ai quitté la boîte, mon épouse m'a dit qu'elle était enceinte avec les jumeaux. Et donc, c'était vraiment quelque chose moi j'ai remarqué à l'époque il faut que je gagne un petit peu là, parce que sinon j'avais des soucis. Donc j'ai commencé à faire des stages à l'époque juste en France où j'habite, et petit à petit organiquement il y avait une croissance incroyable. Là aujourd'hui
On fait, je crois, 19 ou 20 pays, pas tout qu'avec moi, avec les autres photographes aussi, mais c'est toujours avec un petit peu la mer, comme aussi en capture, on voit du nom, c'est toujours la mer qui est impliquée dans le truc. Donc on essaie de faire les choses un peu différemment, toujours les hôtels très sympas, 4 étoiles, 5 étoiles, mais avec une ambiance créative qui est très sympa. D'accord. Donc, allez-y, allez sur le site. Il y aura le lien, bien sûr, dans l'article blog qui vient avec la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et puis, on va finir, comme promis, avec un cadeau. Donc, tu as deux cadeaux, en fin de compte. Le premier cadeau, c'est d'avoir cette interview en français. Déjà, c'est déjà ça. En anglais, je pense, plutôt. Et puis, c'est un cadeau... c'est un cadeau aussi pour moi. Ça va simpliciter, je vais pas avoir à éditer quoi que ce soit, ça va être très très bien. Et puis le troisième cadeau, quand même, c'est la revue. Donc vous avez été, à ma grande surprise, je dois dire, je savais pas à quel point le monochrome allait... oh, je vais les cacher. Hop. Je ne savais pas à quel point le monochrome allait vous intéresser et j'étais ravi. Ravi que Jonathan accepte de faire cette revue de photos. Alors du coup, j'ai reçu 117 photos au total. Oh là là là. 117 à travers du monde, tout le monde entier. Donc j'en ai eu du Canada, j'en ai eu des États-Unis, j'en ai eu d'Asie, d'Afrique du Nord, de France, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, de Navarre, enfin de vraiment partout. Et ça a été extrêmement difficile. Je dois dire qu'il y a 2 ans, 1 an et demi de ça, quand j'ai fait le même exercice avec Joe Cornish, la sélection des photos, pour moi, c'était assez facile. Mais là, je dois dire que j'ai galéré. J'ai galéré à en choisir 10. Et je voulais absolument faire 10, pas plus que ça, c'est les règles du jeu. Et donc, voilà les 10 photos. Alors, avant de donner la parole à Jonathan, je voulais simplement rassurer ceux qui ont ces photos-là et celles que je n'ai pas prises. Alors, les photos que je n'ai pas prises, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ça veut simplement dire que j'avais que 10 photos à sélectionner. Et donc, du coup, à un moment donné, ben, c'est un choix personnel entre 2 photos et voilà. Mais ça a été extrêmement difficile. La deuxième chose, c'est que la critique de Jonathan n'est pas faite sur le rendu Skype de cette photo. Toutes ces photos-là, je lui ai envoyées. Donc, il les a vues lui-même dans Lightroom avec la même qualité que vous me les avez envoyées. Il n'y a eu absolument rien de changé. Donc, c'est pas une idée de « c'est pixelisé, etc. » parce qu'il y a une connexion Internet. Non, il a eu l'original. Donc, voilà, je voulais simplement préciser ça. Et puis, Jonathan, tu les as dans le même ordre. On va commencer par la numéro 1 jusqu'à la numéro 10, si tu veux bien. Et puis, ce que je vais faire, pour chacune des photos, je vais préciser qui l'a fait et de quoi il s'agit, pour nous aider un petit peu. Alors ça, bien sûr, on le reconnaîtra. C'est le Mont-Saint-Michel, en France, et ça a été fait par mon pote Mike Bailey. Voilà. Donc, je vais afficher ça en grand. Je vais cacher un peu ça. Et qu'est-ce qu'on a pensé, Jonathan? D'abord, Mont-Saint-Michel, c'est nickel, c'est un super endroit. La France a vraiment, quel pays magnifique pour les choses. Enfin, super. Pour la photographie, c'est top. Mont-Saint-Michel, c'est incroyable, émotif, j'adore. Ces photos, ça correspond beaucoup à un sujet que j'aime bien, que je sens. Il y a de l'eau un peu partout. Il y a des gens, mais il a mis les gens sur le tiers, avec Mont-Saint-Michel sur le tiers aussi. Il a mis l'horizon sur le tiers, il a deux tiers de ciel, et tu as toutes les lignes du nuage qui emmène vers le monde. Donc c'est très bien capturé, c'est très bien fait. Les choses pour moi, c'est très bien vu. Les choses que je ferais moi si c'était moi, et c'est pas un critique, c'est juste voilà, c'est sur le chemin à droite, je ferais un petit peu un gradient, enfin quelque chose en bas, juste parce qu'il a trop de béton qui est de même couleur, qui est le même ton, si tu veux. Et donc, je vais juste un peu d'ombre sur ça, que ça devient plus en plus clair, que ça revient vers les gens. Et je pense que ça va améliorer les choses un petit peu, mais pour moi, c'est très, très, très bien vu et très bien pris. Eh bien,
Très bien. Donc, Mike, essaie de voir si, essaie avec un filtre gradué dans Lightroom, voir ce que ça pourrait donner, voir si tu aimes ou pas. La prochaine, c'est un bâtiment qui a été pris au Québec. Alors, je ne sais pas si c'est à Québec ou au Québec, par Alexandre Pace. Bon, Alexandre, super bien vu. J'ai vu ces genres de photos. Et là, il y a un photographe hollandais qui fait pas mal de ce genre de trucs avec l'architecture. Et j'adore la forme. Les reflets sont magnifiques en bas à droite. Très, très bien vu. Le seul critique que je fais par rapport à ce que je ferais moi, c'est que on voit, si tu montres un petit peu l'histogramme vite fait, top, on voit que il y a pas mal de la photo qui est sous-exposée. Et pour ça, j'aimerais bien voir dans les ombres. Et je pense que c'est juste un peu trop sombre. À part ça, parce que avec ça, on peut vraiment jouer avec les tons. Et que quelque chose qui semble à distance d'être noir, une fois qu'on s'approche, on peut voir tous les détails dans les ombres. Ça, c'est quelque chose de super bien. Donc, je pense, Alexandre, que tu as la possibilité de faire ça. Si tu voulais, on voit là, ils sont tous noirs. Et voilà, c'est juste ça. Je changerais ça, que c'est pas tellement sombre. Et voilà, c'est très bien vu. Très, très bien vu, ça. Je pense. Alors. Voilà. Quel visage, hein. C'est hallucinant. Bah, j'adore ça, j'adore la visage. C'est quelqu'un que je veux connaître, ce monsieur. Il a beaucoup de personnages dans sa visage. C'est très très bien pris. Le contraste dans sa visage. C'est sa visage ou son visage? Son visage. Pardon, son visage, c'est vraiment super. La seule chose que j'échangerais ça, c'est à côté. Si on regarde, c'est à côté gauche, son oreille droite, mais pour nous, c'est à gauche. Il y a ce truc derrière, le fond derrière, qui me dérange un petit peu. Je sais que des fois, c'est pas possible de faire autre chose, mais pour moi, quand je travaille, j'essaie de focaliser sur l'objectif, enfin, sur le sujet, en ce cas, c'est le monsieur, mais aussi ce qui est derrière le sujet. Et pour moi, le côté droite ne me dérange pas, mais le côté gauche, ça me dérange un petit peu. Voilà là. Mais à part ça, je pense que c'est super bien fait cette image. Je fais pas de tous les portraits, donc je sais c'est très difficile à faire. Mais le contraste en termes de noir et blanc, c'est très bien fait là, super. Et la partie haute n'est pas blanche, on voit l'histogramme est nickel, parfait. Donc c'est très bien fait ça. Bien joué. C'est vrai que c'est une photo, quand j'ai beau la regarder plusieurs fois, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est un sourire très communicatif. C'est Rémi qui a pris ça, Rémi, c'est ça? Ouais, ça a été pris lors d'un mariage et c'est Rémi Colnet qui l'a pris, ouais. Bon, bien joué, Rémi, c'est magnifique, c'est super. Ah oui. Alors, celle-ci, elle a été prise par Andrew Baker et c'est donc un arbre qu'il a trouvé qui penchait et il a trouvé un air triste et bien sûr accentué par cette brume de matin en hiver. Non, encore, c'est très bien vu. J'aime bien le sujet, j'aime bien le brouillard. Tout ce qui est brouillard, ça simplifie. Donc pour moi, c'est une image qui dépend sur le brouillard parce que ça simplifie l'arrière. Pour moi, c'est nickel. Pour moi, j'ai tourné un peu de courbe pour avoir un peu plus de clarité, d'être un peu plus clair l'image. C'est un petit peu sombre. Je trouve on peut aller un petit peu plus loin avec l'exposition, mais à part ça, oui, juste un peu le contraste. Mais je trouve que c'est bien vu le fait que le monsieur est là. Non, c'est bien pensé et bien fait. D'ailleurs, c'est Andrew Baker qui est dans la photo et pour une fois, il s'est mis en scène. Donc, au début, il a pris l'arbre, il a trouvé qu'il manquait quelque chose et donc il s'est mis lui-même devant. Voilà. Well done, Andrew. Alors, l'autre photo Nicolas Hardy, et c'est une photo de son fils de 10 ans. Ah oui, on vient déjà la photo bien jouée. J'ai essayé moi j'ai des enfants de 11 ans, 10 ans, et de même ils sont même dans le cadre, c'est bien fait parce que moi j'ai essayé plusieurs fois, c'est pas possible de prendre les photos de mes enfants. Donc bien joué, au moins que tu as en main.
C'est nickel. Non, j'aime bien cette photo. Cette fois-ci, il a choisi de faire tout noir, le fond, là. Mais cette fois-ci, ça marche. Je pense pas que ça, c'est une autre façon de travailler parce qu'on voit beaucoup des splashes, des trucs. Donc, c'est bien. Beaucoup de mouvements. C'est très bien fait, très bien vu. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Mais peu importe parce que c'est une photo très très émotive, très ouais, sympa. J'aime bien. Toi, t'aimes? Ah ouais, non, moi je t'avouerai que c'est la première, quand j'ai regardé toutes les photos, quand je suis tombé dessus, j'ai dit celle-là, elle y reste. J'ai même pas eu besoin de me battre après pour la mettre dans la sélection. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était l'aspect mouillé. C'est pas facile de donner l'aspect mouillé. Et là, on voit bien l'eau sur la main. C'est assez intéressant. Le seul point que j'aurais pour toi, Nicolas, c'est simplement à cet endroit-là. C'est le reflet de lumière sur son doigt que je trouve qui est un petit peu trop perçant, un peu plus puissant que les autres. Donc réduire peut-être un peu la clarité parce que ça brille un petit peu trop pour moi. Et c'est parce que je pense dans l'idée de l'imprimer et que ce point-là, j'ai pas affiché si c'était cramé. Il l'est pas, mais j'ai l'impression que ce point blanc malheureusement ressortirait un peu trop si j'imprimais la photo. Et c'est bien qu'on voit tous les détails de la masse et c'est bien ça. J'aime pas. Tu as raison par rapport aux reflets là, mais le fait qu'on voit tous les détails là, c'est très bien. C'est très bien. Très belle œuvre. Alors celle-là, c'est à Lausanne en Suisse, hein, au lever du jour, pris par Dominique Fer. Oui, c'est comme une culture d'un bouquin, d'un livre, de roman, je pense. J'aime bien, il y a une histoire derrière cette photo. J'aime bien savoir plus. Et pour moi, ça, c'est nickel. Si je pense ça, c'est une bonne chose. Donc, pour moi, c'est bien fait. Les nuages sont magnifiques. J'aime bien la lumière sur le banc. Je pense que c'est un petit peu sous-exposé. Mettons un truc sur les triangles. Voilà, là, oui, un petit peu. Mais pas trop, donc c'est facile à régler ça. Mais encore une fois, j'aime bien voir tous les ombres, là, les détails dans tous les ombres. Mais par contre, j'aime bien, c'est très difficile à capturer cette photo parce qu'il y a tellement de contrastes là. Mais c'est très bien fait, voilà. Comme on m'a fait là, il a beau travailler ta photo pour toi et voilà, c'est mieux. Comme ça, on voit maintenant si c'était imprimé, si c'était un tirage, on voit tous les détails dans l'ombre. C'est important. Bien joué, bien vu, bien vu. Je l'ai vraiment adoré cette photo et d'ailleurs moi la façon dont j'ai lu cette photo, ça me faisait penser à il y a un contraste. Il y a un contraste entre une scène qui est plein de choses, avec plein de détails, toutes les constructions de bâtiments les uns sur les autres, et là tu as un banc avec de l'espace. Et ce muret en face, ça fait penser à un muret de baies vitrées, comme si en fait on était spectateur du monde, on regardait le monde qui évolue, mais de l'extérieur. Juste une petite critique pour toi, Dominique. Fais attention, tu as utilisé sûrement la brosse dans Lightroom pour faire ressortir, pour éclairer davantage ce bâtiment ici. Et tu remarqueras que tu as débordé un petit peu sur les nuages, donc ce qui te donne un effet de halo autour. Donc faire juste attention à ça. Tu peux l'éviter grâce à l'option dans Lightroom avec le masque, hein. Et pareil un petit peu sur le clocher. Donc voilà, juste mon petit truc en passant. Alors, j'ai pensé à toi. Je t'avouerais que ça aurait été dans un autre contexte. Je ne sais pas si je l'aurais sélectionné, mais j'ai pensé à toi. C'est une photo prise en Thaïlande par Michael Martino un matin d'hiver. Oui, c'est vrai, c'est un sujet que je comprends, que j'aime bien. J'aime bien l'espace négatif à droite. Encore une fois, il y a la moitié de l'image qui a rien, qui est juste un brouillard. Ça, j'aime bien. C'est quelque chose qui me branche. Un peu comme la photo avant avec le brouillard et l'arbre, je vais faire les mêmes choses. C'est un petit peu sous-exposé, je trouve. C'est un petit peu gris. Et je veux voir luminescence, je veux voir la lumière, parce que et c'est super facile à faire, je dirais. Et donc un peu les courbes, un peu l'exposition, et voilà, pour juste augmenter un petit peu
la luminescence, la clarité, et voilà, pour moi, c'est super, c'est très bien fait. Je vois pas, c'est quoi le truc, l'objet dans l'eau, c'est quoi tu penses, C'est Tom? apparemment, alors parce que moi j'ai simplifié la description, mais apparemment c'était une embarcation, hein. Ah, d'accord, ah oui, quand même, Une d'accord. embarcation de fortune, hein. Ouais. Bon, bon non, j'aime bien, c'est vraiment, enfin, c'est très atmosphérique, je trouve, c'est très bien. Et Et pas, toi? tu parlais de clarité au niveau du développement. Pas simple à faire justement, hein, de doser correctement la clarité dans une photo où on a de la brume comme ça. Parce qu'on ne veut pas perdre non plus l'effet de douceur et l'effet du brouillard. Tu utilises la brosse à ce moment-là plutôt que de faire un traitement global? Alors, quand tu parles de clarité, moi je veux dire au niveau de l'exposition qu'il est plus clair. Ah, d'accord. Luminosité. La luminosité, ouais. D'accord. Et donc j'ai mal expliqué ce que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Parce que non, la clarité, c'est-à-dire pas le contraste mi-ton, ça ne travaille pas, ça ne marche pas avec cette image. Mais juste d'être un peu plus clair, luminosité un peu plus, oui, un peu plus clair, c'est nickel. J'adore, j'adore. Bien joué. Alors, une autre image. Alors, je vais retirer les indications. Ça a été pris au Canada. C'est une maison isolée sur la rivière des 1000 îles au Canada. Et ça a été pris par Lynn Fontaine. Donc, ça fait du bien de voir une photo prise par une dame. Voilà. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Lynn, je pense qu'elle a utilisé un infrarouge. À mon avis, la ciel est très, ouais, c'est très. Il y a un ciel là. Hein. Donc non, quelle maison incroyable aussi. Imagine d'habiter là, c'est parfait. Pour moi, si c'était moi, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'infrarouge c'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait beaucoup, donc je comprends pas trop les méthodes. Mais en termes de composition, je pense que moi, si c'était moi, je pense pas que c'est infrarouge, hein, au fait, hein. Jonathan, la raison pour laquelle je pense pas que c'est infrarouge, c'est à cause de la verdure. Je suis d'accord avec toi pour le ciel, mais regarde la verdure, ça aurait été de l'infrarouge, la verdure aurait été blanche. oui, mais je vois les parties blanches là, mais peut-être tu as raison. Mais si c'est pas un feu rouge, c'est le même effet, c'est même un petit peu le même. Oui, peut-être, je sais pas. Il faut que tu nous dis, Lynn. Lynn, you have to tell us. Mais en tout cas, pour la composition, je pense qu'il y a un peu trop dans la photo. En termes de mon œil, je sais pas exactement où il faut regarder. Donc peut-être que je recadre un petit peu pour perdre cette maison à droite et le pont. Et je fais pour moi, parce que j'aime bien les choses très simples, je ferai la composition dans la partie gauche de cette image. Et je fais plus eau et ciel. Et c'est la vraie maison sur la petite île. Parce que comme ça... oui, même plus. Hey, il faut que tu fasses un carré, c'est ça qu'il faut. Ah, excuse-moi, c'est vrai, monsieur Carré. Tu la voyais comme ça, toi? Plus à gauche. Voilà, plus. Et voilà, un peu comme ça. Et après, tu perds un petit peu le pont. Voilà, comme ça, tu fais ça. Non, l'autre côté, l'autre côté. Ah, tu voulais le retirer complètement, d'accord, t'as pas. Voilà, comme ça. Pour moi, c'est là l'image, quelque part. Je trouve que ça simplifie. Maintenant, on sait exactement où il faut regarder. J'ai joué un petit peu sur le bas de photo avec une. Oui, voilà, exactement. Ça, tout et comme ça, pour moi. Mais c'est seulement ce que je ferai moi. C'est rien contre la composition de Lynn. Mais j'aime bien ça, moi. Ah, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, celle-ci a été prise à Arcachon par Alain Purgeoise. C'est dommage que tu as dit ça parce que j'ai été dire, je suis sûr que ça c'est Arcachon, ça. Parce que je vois le ponton à droite sur la plage et je vois que le bateau, et je connais cet endroit très très bien, j'adore l'Arcachon, c'est super. Tu es allé toi, tu connais un petit peu pas vraiment, j'aimerais bien y retourner. Je connais la dune du Pilat, mais je connais pas assez Arcachon pour quelqu'un qui est né dans l'Aquitaine. Ça craint, mais c'est comme ça. Mais en face d'ici, il y a le Cap Ferret qui est magnifique si tu aimes les huîtres et tout. Ah, c'est un endroit magique, j'adore. Et pour la photo aussi, il faut aller sur les bancs de sable tout le long du bassin d'Arcachon, c'est magnifique. Cette image, l'arbre, c'était comment dans le coin. On voit pas mal de ces arbres le long de la côte aquitaine.
Et ça un petit peu changé de forme par le vent et tout, que j'aime bien. Et là, on voit ces personnes. J'aime bien la principe de cette photo. Je pense que c'est au niveau de enfin, le retouche, c'est un petit peu dur. On voit que l'ombre est très longue, qui me fait penser que ça doit être le soir, je pense, si je suis dans le bon endroit. Le soir, mais je pense que c'est toujours assez. Il est un peu trop clair pour moi cette fois-ci. Surtout autour de la personne. C'est un peu comme tu as dit avant, peut-être que c'est un peu trop retouché autour de la personne, là, Tom, un peu cet halo, cet effet halo. Tu penses aussi ou Moi, je le vois pas honnêtement. Attends, hop, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas l'impression que maintenant, Alors, autour, à gauche de cette personne, il n'y a pas une espèce de halo autour de. non, je vois pas. Par contre, je peux voir en effet qu'il y a eu du travail au niveau de la netteté Ouais. qui a été fait. Sûrement dans Photoshop, je pense, ou si ça a été fait dans Lightroom, ça a été sacrément poussé. Mais non, je ne vois pas le halo dont tu parles. En tout cas, j'aime bien la photo. Je pense encore une fois, il y a une histoire derrière. J'aime bien savoir ce que cette personne, ce qu'elle pense. Et j'aime bien c'est très calme, c'est très simple, c'est très oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et toi? Non, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que c'est une photo qu'on pourrait imaginer pour une publicité. Je ne sais pas quelle publicité. Ça pourrait être pour la prévoyance, une assurance vie ou je ne sais pas, un truc retraite. Mais il y a quelque chose et je trouve que le fait que la personne soit une personne âgée apporte énormément. On pourrait imaginer une femme avec un grand chapeau à l'italienne dessus, mais le fait que ce soit une vieille personne avec cet arbre qui est penché, on pourrait presque imaginer qu'en fait cette personne-là a passé toute sa vie, tous les jours à venir sur ce banc-là, et Oui, c'est assez intéressant. Et je trouve c'est ça que je dis par histoire, une vraie histoire là. Ça raconte l'histoire, une vie de quelqu'un. Ça, j'aime bien. ouais, J'aime bien. Elle est très, encore enfin, un mot que j'ai utilisé 2-3 fois, émotive, je pense. Elle est tout à fait. plein d'émotions cette photo. Moi personnellement, j'aurais préféré s'il n'y avait pas eu la jetée qui allait dans l'eau. Ça me fait du détail à cet endroit-là que j'aurais préféré que ce soit un peu plus simple sans ça. Mais bon, c'est le lieu tel qu'il est. Ouais. C'est l'indice qu'on peut savoir où c'est aussi. Alors, celle-là, elle a été faite par Mario Rossi. Mario Rossi, c'est un Écossais qui n'est pas très loin de chez moi. Je ne sais pas dans quel lac, j'avoue, hein, je ne sais pas dans quel lac il a pris la photo. Il faudra que je lui demande de le faire dans la version anglaise, qu'il me le met dans le truc. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il est fan, au fait, que je te dise. Quand c'est le premier, quand il m'a annoncé, il m'a sauté dessus sur Skype, pas sur Skype, sur Facebook, et il me dit Tom, non, il n'a pas marqué Tom, il a mis simplement c'est mon photographe préféré. Et alors je lui dis ben merci, t'es gentil, tu aurais pu me le dire depuis longtemps. Avant que je réalise, en fait, il parlait pas de moi, il parlait de toi. Donc, et donc du coup, il m'a dit voilà, j'adore depuis que j'ai vu son travail il m'a parlé du temple dans l'eau japonais, mais je sais un petit peu l'histoire de cette photo, donc ça me parlait beaucoup. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il m'a fourni pour toi. Ouais, j'aime bien la photo, j'aime bien la simplicité. Pour moi, c'est difficile à faire ça parce qu'il y a un ciel assez sombre, juste avec les points de lumière. Et il a le structure je sais pas si c'est blanc ou c'est juste la lumière qui touche la structure. Donc, au niveau de contraste, c'est très compliqué. Il a réussi de sortir avec une image qui donne pas mal de simplicité. Donc, c'est difficile à jongler tout ça. Pour moi, je pense que je peux faire une image sans le premier plan cette fois-ci. Je pense que c'est pas assez joli ou fort carré, voilà. Non, moi ça je peux faire déjà, pas que parce que c'est un carré, mais parce que je trouve que l'image est mieux sans le premier plan. Voilà, mais j'aime bien. Je pense un peu plus de lumière dans l'eau et avec une gradient après, et voilà, c'est fini. Pour moi, c'est très bien. C'est vraiment ouais, j'aime bien. Bien joué Mario, and thank you. Eh bien, voilà, donc c'est la dernière image euh,
de cette revue. Vraiment, vraiment merci Jonathan. J'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi apprécié, même si c'est pas forcément ton image. Je crois qu'il y avait des choses très intéressantes et à tout point de vue dans toutes ces remarques, et on peut forcément de quoi apprendre pour ses propres photos. Donc merci Jonathan, et puis merci aussi d'avoir passé autant de temps. Je veux dire, il est 1h, ça fait 1h43 que l'on parle. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Je regardais pourtant l'heure tout autant, mais c'était passionnant. Et je suis content de t'avoir rencontré, d'avoir appris un peu plus sur toi, sur l'homme derrière l'appareil, et ta façon de voir les choses qui est complètement à la fois différente dans le rendu final de ce que moi personnellement je produis, mais dans l'approche avec beaucoup de similitudes dans l'approche de la photo en général, très organique. Et c'est vrai que j'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et donc, en attendant la prochaine fois, n'oublie pas, toi qui regardes, je compte sur toi sur le petit challenge, hein, j'ai pas oublié, l'œil du cheval. Va trouver la photo de Jonathan sur son site, que je vais remontrer encore une fois, hein, c'est assez simple à se rappeler, hein, c'est jonathancritchley.com, voilà. Donc, va dans le petit portfolio et trouve la photo du cheval. Je peux t'aider, c'est un cheval sombre, noir, et il a un œil, et dans cet œil-là, il y a le reflet d'un autre cheval. Alors, dis-moi dans le commentaire, que ce soit à la fois sous YouTube ou sur le blog, le nom de l'œuvre de Jonathan. Et puis, avant de se quitter, je voudrais simplement parler de quelque chose qui est assez remarquable, et c'est sur ma liste de cadeaux personnels. Voilà, de cadeaux personnels. C'est un livre, c'est le livre de Jonathan, c'est son premier livre qui s'appelle Silver, et le lien est à partir de son site. Et donc, si tu aimes ces travaux de monochrome, de l'eau, de l'espace, de la tranquillité, des mouvements, etc., eh bien, je t'invite à aller voir et à acheter ce livre qui apparemment est extraordinaire, et moi, je vais l'acheter très bientôt, voilà. Eh bien, en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom et Jonathan qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, et peut-être en monochrome, qui sait. Cheers.